Bonjour Mickaël, bienvenue aujourd'hui sur la Bourse en Stress pour un interview avec Laetitia Bonaventure. Alors je suis extrêmement content aujourd'hui d'avoir Laetitia avec moi puisque ça va faire des mois et des mois qu'on se court après pour faire cet entretien. Et aujourd'hui donc je suis doublement satisfait. La première raison c'est que comme vous pouvez le constater, donc Laetitia est une femme et je trouve ça super d'avoir des femmes dans le trading puisque souvent j'ai quand même pu remarquer avec un peu d'expérience que les femmes ont quand même beaucoup moins d'ego que les hommes et ont souvent de meilleurs résultats. Et je pense que si on peut accueillir plus de femmes dans le trading, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Et puis deuxièmement, Laetitia fait des options. Et donc vu que la Bourse en Stress c'est la chaîne des options, et donc je trouvais intéressant de faire partager son expérience avec nous. Laetitia, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour Mickaël, merci déjà pour l'invitation, c'est bien apprécié. Oui, depuis le temps qu'on se court après, quand même, on a finalement réussi à caler un horaire commun pour faire un entretien. C'est vrai. C'est plutôt génial. Avec le décalage horaire, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, ouais, complètement. Donc moi, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter, parce que tu as un blog et une chaîne également, donc présenter ton blog et ta chaîne. Oui. Et tu nous expliques ton parcours. Et puis, écoute, on discutera un petit peu après des options, des différents supports de trading. Et puis, écoute, on va essayer de faire un entretien instructif pour nos auditeurs. Parfait, parfait. C'est parti, ça marche. D'accord. Écoute, moi, ça fait à peu près maintenant, ça va faire 3 ans que j'ai commencé le trading. Donc, avant cela, en fait, j'étais en gestion de portefeuille, donc c'était un petit peu différent que le trading un peu plus actif. Donc, ça, c'était mes premiers pas, bien évidemment, dans la banque. J'ai commencé un petit peu dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai dérivé vers le trading en parallèle. Puis là, ça fait à peu près 1 an que j'ai vraiment quitté mon travail pour me donner un petit peu plus de temps pour me consacrer dessus. Donc là, ça fait 1 an que je trade un peu full-time, mais sinon, ça fait 3 ans que j'ai commencé. Et en parallèle, depuis 1 an, j'ai aussi fait mon site internet où on peut trouver mon blog dedans. J'ai mis pas mal aussi d'instructions, de capsules éducatives, d'articles éducatifs aussi. Et puis en parallèle, j'ai aussi monté ma chaîne YouTube que tu connais déjà. Oui, oui. Donc voilà, dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment plus parce que généralement, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus, c'est basé sur vraiment du technical, donc de l'analyse technique. Donc personnellement, je voulais faire quand même quelque chose de différent, des choses c'est connues aux États-Unis, mais pas forcément connues encore en France, ou des choses qu'on parle plus aux États-Unis qu'en France. Donc du coup, j'en ai profité sur ma chaîne YouTube pour développer des vidéos un peu plus éducatives sur d'autres thématiques. Voilà, ça faisait partie aussi de mes projets. Et puis en parallèle, du coup, je fais du trading en plus. Ok, donc tu as une activité de trading pour compte propre et puis après donc tu animes ton blog et ta chaîne YouTube. Oui, De c'est toute ça. façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo, comme ça. Je Exactement. partage assez régulièrement des vidéos que tu fais sur notre chaîne, parce que je trouve que c'est qualitatif. Donc j'aime bien comme ça partager des choses qui sont qualitatives. Et puis c'est vrai, comme tu disais, sur le marché américain, parce que toi comme moi, on est que sur le marché américain. En plus, Donc du coup, on connaît toi, bien tu es au aussi. Canada, moi, je suis aux États-Unis, donc on est vraiment dans le milieu américain ici. On est dans le même timeline, en Et quelque sorte. c'est vrai que quand on regarde les différents sites de blogging ici aux États-Unis, et déjà, il y en a pléthore, il y en a plusieurs Il y en a beaucoup, énormément. diversifiés. Et c'est vrai ça nous permet aussi pour les gens, on sait qu'il y a beaucoup de francophones qui ne maîtrisent pas trop l'anglais. Et c'est un petit peu notre rôle de prendre des informations pertinentes dans le milieu Exactement, sans anglophone. les options comme tu fais activement, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en Europe, en quelque sorte. Ouais, il y a un tas de sites ici. Je ne sais pas combien il y a de sites sur les options, mais Oui, ça me permet d'avoir un peu d'idées à droite à gauche, etc., et de les retransmettre. Donc c'est plutôt pas mal. ouais. Aujourd'hui, donc tu trades pour ton compte propre. Quel type de trading tu as mis en place? En fait, justement, je fais pas d'intraday personnellement. Là, je sais qu'il y en a, c'est très à la mode de faire du trading intraday. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus swing. Comment ça se passe, c'est que en fait, j'ai une feuille de route en quelque sorte avec mes critères. Mhm. Mes critères sur le marché en général, donc sur les indices en général. Et en fait, c'est quand j'ai mes critères d'achat, j'achète.
Et après, je vais maintenir ça pendant quelques mois. Donc, ça peut durer 2 ou 3 mois jusqu'à temps que j'ai un signe vraiment de renversement, de correction ou de pullback plus important. Où là, en fait, je vais utiliser un peu plus du trading actif pour me hedger, pour shorter, en fait. D'accord. Et entre-temps, en dehors du marché en général, ça, c'est ma stratégie, en fait. Je vais trader le S&P 500. Pour ça, je parle tout le temps du S&P 500. En dehors de ça, en fait, après, je peux aussi prendre des stocks individuels quand je vois des opportunités, en fait, et puis dans le cours de la tendance, en quelque sorte, quoi. D'accord. Donc, j'essaie de garder ça le plus simple possible. C'est vrai que l'analyse technique, pardon, ça fait partie d'une chose que je fais, mais après, je regarde plusieurs choses dans mes critères. J'ai plusieurs choses. J'ai des choses sur le sentiment du marché, sur la volatilité, sur les ratios, call ratio par exemple, sur aussi les blocs transactionnels dans le dark pool. J'utilise le dark pool index aussi. Donc en fait, je n'utilise pas juste du technical en fait. Donc quand je parle de technical, c'est d'analyse technique. Donc ça fait partie des critères. C'est mieux pour les bonnes entrées sur support, résistance ou autre. Mais en fait, c'est juste un critère parmi tant d'autres. Et ce que je fais, c'est que j'essaye en fait de trader à travers le cycle psychologique en quelque sorte grâce à ces critères-là. Donc, c'est pas vraiment de l'intraday actif, à part des fois quand je vais bien évidemment hedger, comme par exemple cette semaine, j'étais un peu plus active étant donné qu'on a eu une correction pendant 2 jours. Donc, j'ai profité de la baisse pour justement me protéger et être un peu plus actif. Mais ensuite, après, c'est juste peut-être je vais aller faire du stock en quelque sorte, picking sur des stocks où il y a des opportunités, des setups de swing, par exemple. Alors justement, sur les stocks, bon, tu nous as dit que tu faisais pas mal d'indices, notamment le S&P 500. Ouais. En termes de stock, est-ce que tu as une liste? Parce que bon, je sais qu'avec l'habitude, et voilà, maintenant ça fait 10-12 ans que je fais de la bourse, globalement, au début on commence, on va chercher partout des valeurs, on essaie de trouver n'importe quelle valeur un peu partout. Et Ouais. puis, on finit en gros avec une liste de 10, 15, 20 valeurs Ouais. que l'on maîtrise avec le temps. Est-ce que toi, c'est pareil? Est-ce que tu utilises un screener pour décrocher tes stocks? Ou est-ce que tu as, comme ça, avec le temps, accumulé une liste de, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 valeurs que tu maîtrises un peu plus et Ouais. traites de façon plus importante? Oui, effectivement. Déjà, en fait, dans un premier temps, c'est une chose qui ne se fait pas vraiment beaucoup encore en Europe, tu sais, c'est le secteur, les secteurs. Mhm. Donc déjà, d'une part, je regarde les secteurs. Ça, c'est une chose. Sinon, après, dans les stocks individuels, bon, c'est vrai que j'ai mes stocks préférés. Bon, j'en ai pas non plus 36. Mais Apple, je crois, j'ai cru comprendre qu'Apple était... Oui, c'est mon bébé. Dont Apple, effectivement, c'est l'un. Parce qu'en fait, c'est effectivement, comme tu dis, c'est mieux d'avoir aussi, de se familiariser en quelque sorte avec un produit, que ce soit les indices ou des stocks, un panier de stocks en particulier, pour ensuite, en fait, en connaître un petit peu la personnalité, parce que chaque stock a un peu sa propre aussi personnalité. Et c'est vrai, en plus, tu sais, j'observe beaucoup les options sur Apple, sur les indices et en fait, sur FANG, en quelque sorte, Mhm. sur vraiment les grosses sociétés number one du S&P des indices. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais regarder approximativement. Sinon, après, dans le stock picking, je vais vraiment peut-être tu sais, aller voir dans les, ce qu'on appelle dans les pre-market volumes. Mhm. Euh, des fois, tu sais, as des stocks qui ont un peu plus d'animation, qui peuvent avoir un bon setup à la fin de la journée. Donc ça, ce sont ceux qui ne font pas forcément partie de mon panier ou qui peuvent me donner une petite idée avec une bonne opportunité. Donc ça, c'est ceux qui ne font pas partie de mon panier, mais qui pop d'un coup comme Voilà, ça. c'est l'opportunité qui fait que globalement, ça remplit tes Voilà, critères. Et puis c'est après, ça, tu dis, pourquoi pas, puisque ça remplit les critères, pourquoi exactement. pas la jouer, quoi. Et dans la même lignée, en fait, étant donné que je regarde beaucoup les volumes qui se passent dans le dark pool, des fois, quand je vois, tu vois un volume qui se passe sur un stock que je n'ai pas l'habitude, je vais aller quand même regarder le stock et je vais voir effectivement s'il y a un bon setup qui peut accompagner le bloc transactionnel. Et là aussi, je vais y aller en fait de cette manière-là. Ok. Donc, ça, c'est vraiment entre-temps. Mais sinon, après, globalement, j'aime ça avoir ma petite gestion, tu sais, ma petite gestion sur indice, sur mes stocks préférés. Et puis laisser ça, en fait, en quelque sorte, mûrir ça de mieux en mieux. Parce que, bon, mais il y a un an, ça, c'était ma stratégie était moins complète qu'aujourd'hui. Donc après, tu sais, avec le marché qui change, en plus, cette Ouais. année, ça a été
phénoménal. Ouais, bah, depuis 2 ans, c'est rock'n'roll, ouais. C'est assez challengeant. Et ben là, du coup, tu sais, j'ai quand même dû adapter cette année aussi plusieurs choses parce que là, vraiment, on abuse un petit peu au niveau des marchés. C'est quand même des extrêmes. Hein. Ouais. On va vraiment dans des extrêmes. Donc, des choses que j'ai pas eu forcément l'habitude les 2 premières années, même si c'était un peu plus mouvementé de 2018 à 2019, fin 2019, c'était quand même assez mouvementé par rapport aux années précédentes. Mais comme je me suis entraînée dedans, j'ai baigné dedans, tu vois. Ouais. Donc c'était différent. Mais là, cette année, c'était vraiment pour moi autre chose. Là, c'était Ouais, vraiment. c'est compliqué. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc on doit se réadapter, mais c'est ça aussi qui est bien dans le trading, c'est que ben, justement, tu dois t'adapter, c'est challengeant, tu te réinventer en quelque sorte ou améliorer ton système au prorata que le marché change. Donc c'est ça. Mais il y a quand même toujours des patterns, hein, quand même. ouais, bah, on retrouve un peu plus effectivement des patterns. Bon, on a quand même baissé de 30% en l'espace de Ouais, 3 ou 4 semaines. On a repris 60% ouais, en l'espace de 2 mois. Donc, ouais, effectivement, on n'a pas trop. On est sur des phénomènes historiques, donc un peu ouais. compliqué d'avoir de l'expérience sur des phénomènes qui sont jamais passés, puisque ben, globalement, vu qu'ils ne sont jamais passé, on n'a pas d'expérience. C'est tout à fait logique. Ouais, exactement, ouais. Donc un peu compliqué. J'aimerais revenir sur un point. Donc, tu as une Oui, expérience donc, au niveau de la banque. oui. Tu as commencé donc en gestion de portefeuille. Après, tu es passé en salle de marché ou pas? Non, pas du tout. Non, 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 non. En fait, comment ça s'est passé, c'est que déjà, j'ai pas forcément de background en finance. En fait, Ok. j'ai un background en hôtellerie-restauration. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'ai premièrement travaillé donc dans l'hôtellerie-restauration. Et ensuite, en fait, j'ai eu comme un poste d'entrée à la banque, mais comme agent administratif. D'accord. Je travaillais pour en quelque sorte un président, un directeur des ventes régional. Et puis un jour, en fait, il m'a demandé si je voulais faire ce qu'on appelle au Canada le Canadian Securities Course, euh, qui en fait te permet d'avoir un permis pour trader pour les sociétés. D'accord. Donc, pas un permis de décision, mais un permis d'exécution. Ok. Donc, en fait, tu peux exécuter les trades pour la personne, mais tu n'as pas en fait la compétence en quelque sorte Choisir, de etc. pouvoir de prendre la décision. Ok. Donc, du coup, bah, il m'a encouragé de faire ça pour me donner en fait un premier pas dans le milieu et puis d'apprendre les bases en fait de la finance que je connaissais pas du tout. Et puis en fait, moi j'ai passé les diplômes et puis en fait, une fois que j'ai eu les diplômes, j'ai été référée dans l'équipe de gestion de portefeuille. Donc, du coup, j'ai passé les entretiens et ils m'ont engagé, ben, pareil, en fait, un poste d'entrée dans la gestion de portefeuille comme technicienne en quelque sorte. Et ensuite, je suis passée analyste en allocation d'actifs suivant les portefeuilles des clients, là, des profits des clients. Donc, en fait, on faisait activement de l'allocation d'actifs sur des produits qui étaient sous-traités par une autre société. Mhm. Et puis, en fait, on faisait l'allocation suivant les profils des clients, donc s'ils sont conservateurs, équilibrés, agressifs. Et on faisait de l'ajustement au quotidien suivant les entrées d'argent ou les demandes de sortie d'argent. D'accord. Aujourd'hui, à titre personnel, quand tu prends des positions, bon, je Oui, sais que tu parles des options puisque c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a oui. pris contact ensemble. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents outils que tu utilises? Donc, bah, les stocks, est-ce que tu achètes directement les actions en rentrant long ou short quand tu vends à découvert? Est-ce que tu passes par des options? Est-ce que tu passes par des CFD? Est-ce que tu passes par des futurs? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes différents supports de trading? Oui, bien sûr, oui, oui. Ben, déjà, d'une part, j'utilise beaucoup les ETF. Mhm. Donc, ça, c'est une de mes choses préférées. Tout dépend, en fait, sur quel niveau. Des fois, je peux utiliser des ETF à effet de levier sur un 10, par exemple. Cependant, quand j'y vais, parce qu'en fait, les ETF à effet de levier, l'avantage, c'est que en fait, le levier est incorporé dans le produit au lieu qu'il soit sur marge, en quelque sorte, là, que tu appelles sur marge. Donc, du coup, j'aime ça. Cependant, je vais sur des ETF à effet de levier plutôt liquides, comme sur les indices majeurs, pas des ETF à effet de levier autres. Là, c'est vraiment sur, par exemple, Pro ou TQQ, Mhm. des trucs comme ça. Sinon, après, je peux aussi, effectivement, donc les stocks, c'est les stocks directement. Donc, quand j'achète Apple directement. Donc, ça, c'est les stocks directement. Ensuite, ça, c'est pour les positions longues, en quelque sorte. Sinon, pour du short, alors ça m'arrive premièrement d'utiliser les options. Donc, ça, c'est pareil, je les utilise vraiment dans des niveaux de marché quand on arrive dans des niveaux extrêmes. Donc, par exemple, là, actuellement,
quand j'ai vu effectivement un peu le skew sur l'école, qu'on était dans des niveaux un peu d'extrême grid, le prix d'école était extrêmement cher. L'école, Les prix d'école sont... moi, j'ai regardé les prix d'école, c'est... Bon, déjà, je suis pas super fan d'acheter d'école, puisque bon, il y a toujours les flétants. c'est en volatilité. Et là, quand j'ai vu les prix, bon, là, moi, c'est pareil, je suis rentré long sur différentes valeurs directement. Parce que les prix sont complètement affolants. Enfin, il fallait faire des 30-40% de progression, rien que pour payer la prime, quoi. Enfin, c'était complètement... Ah oui, non, c'était vraiment... Et puis, il y en a qui achètent ça, hein, parce que ce qui augmente, c'est qu'il y a de la demande. C'est clair, c'est clair. Donc, effectivement, c'était pas le top pour moi pour acheter des cols. Là, c'est certain, on le sait, les prix sont trop pricés, en quelque sorte. Donc, du coup, en fait, dans ces conditions-là, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, ça veut dire aussi qu'on arrive quand même dans des zones extrêmes, en quelque sorte. Et les puts sont pas chers, on les a oubliés. Ouais. Là, effectivement, là, globalement, on était en haut de marché. Voilà. Globalement, il y avait quand même, allez, 90% qu'on subisse une correction à très court terme. C'est ça. De plus, les puts à l'achat sont pas chers. Sont pas chers. Et là, il y avait effectivement des choses à faire. Voilà, il y avait... Voilà. Donc là, éventuellement, j'ai utilisé les puts. Par exemple, j'ai acheté des puts sur Apple. Ouais. C'est pas trop cher. Là, j'avais acheté pour un mois d'expiration. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est quand même, c'est pas un conseil, ça c'est certain. J'ai acheté un ETF inverse que j'utilise le UVXY. C'est le UVXX, puis tu as le UVXY. Donc là aussi, je l'utilise un petit peu pour en fait profiter de la hausse de la volatilité en quelque sorte qui peut s'avérer dans des niveaux extreme grid pour protéger en fait mes positions. Ouais, donc, bon, juste pour nos interlocuteurs, enfin nos auditeurs, je ne sais pas comment on dit, nos membres, voilà. Effectivement, quand on ne peut pas trader directement le VIX, donc il faut passer par des outils pour trader le VIX, effectivement, donc UVXY en fait partie. Ouais. Pour trader ça. Ok. Est-ce que tu utilises, je sais pas moi, les futurs peut-être pour les indices ou des CFD? Non, ça peut m'arriver d'utiliser les CFD, mais ce qui me dérange dans le CFD, c'est le swap. Donc ça me dérange un petit peu parce qu'après, bon, niveau comment dire, marge, money management, bon, c'est sûr, c'est pas un outil que tu dois donner dans les mains des débutants pour moi, parce que bon, il y a les effets sur marge qui sont quand même en quelque sorte dévastateurs, hein, il faut dire les choses. Moi, j'ai été dévastée aussi par les CFD, hein. Donc effectivement, je trouve que c'est pas forcément des outils qu'on doit donner entre les mains des débutants. Et puis la deuxième chose qui me dérange, c'est effectivement le swap. Mais après, en intraday, avec un money management vraiment, vraiment strict, ça peut être éventuellement OK. Mais pour du swing, et puis en plus, quand on ne connaît pas en fait le produit, en quelque sorte, parce que si les gens ils vont avec des leviers assez importants, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément le produit. Enfin, à part s'ils maîtrisent vraiment le levier, mais en fait, à la longue, le problème, c'est qu'il faut voir les résultats à la longue aussi en utilisant beaucoup de leviers. En plus, c'est un produit broker, donc si le broker en face n'est pas super honnête, oui. Il est clair que ça peut, voilà, il y a cette fameuse histoire de spread aussi, etc., qui peut rentrer en compte. Oui, voilà, exactement. J'ai entendu plusieurs histoires de ce côté-là. C'est vrai que, bon, à la limite, faire des CFD avec un target broker, globalement, bon, étant sérieux, ça passe. Mais faire des CFD avec des brokers qui sont un peu limites ou qui ne sont pas recommandés ou qui sont même carrément sur la liste noire de l'AMF, par exemple, là, effectivement, ça peut être super compliqué. Globalement, on n'a pas ce problème avec les options, puisque les options... Non, exactement. C'est un marché régulé, il y a des chaînes de compensation, donc il n'y a pas de mauvaise surprise avec ça parmi les options, quoi. Puis les options aussi, je les aime. En fait, je les aime dans les niveaux extrêmes, en quelque sorte. Je les aime en quelque sorte quand on approche l'extrême grid pour acheter des puts pas chers, pour me protéger dans notre sens. Mais aussi, je les adore quand en fait, quand c'est la panique totale, tu vois. Je les adore, mais pas pour acheter des puts, parce que les puts sont overpricés quand c'est la panique totale, tout le monde achète des puts. Mais justement, c'est là où les calls sont intéressants. Oui, non, mais voilà, il faut voilà, c'est de la psychologie, il faut être un petit peu à l'inverse, il faut être malin. Voilà. Le VIX on est monté à 80, 85, je crois, au mois de mars. Là, les primes de put étaient hors de prix. Enfin, là, acheter des puts pour jouer la baisse alors qu'on avait déjà perdu 25%. Oui. C'était, en gros, on était dans la même problématique qu'aujourd'hui, où les gens, le marché monde veulent acheter des calls, mais le problème c'est que les calls sont tellement chers
que bah là, ceux qui ont acheté des calls effectivement la semaine dernière, à mon avis, Ça fait mal. là, le retour de bâton doit être assez important. Ouais. En fait, toi qui fais beaucoup de ventes de volatilité, par exemple, là, c'était une période en quelque sorte pour vendre des calls, en quelque sorte OTM, là, pas mal OTM, mais c'était un marché d'opportunité à ce niveau-là. Comme c'est un marché d'opportunité quand tu fais de la vente de volatilité et des ventes de puts quand le VIX arrive à 80, quoi. Ouais, bon, c'est pas non plus la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était pendant, je crois, la crise des subprimes. Ouais. Et donc, ça faisait quasiment 12 ans qu'on n'avait pas connu ça. Ouais. Ça a surpris tout le monde. En plus, c'était super violent. Ça s'est fait sur... C'était violent quand même. Hein. Je ne m'attendais pas autant de violence. Ça a dégagé pas mal de portefeuilles. Donc, voilà. De par ton expérience un peu professionnelle, est-ce que... parce que bon, moi, je le répète souvent, mais bon, après, ce que je dis ne peut aussi ne pas être cru. Et quand j'ai fait les formations avec des traders professionnels, ils disaient que voilà, 90% des traders professionnels, voire même plus, travaillaient, pas exclusivement, mais en très très grande partie des options. Est-ce que tu peux confirmer cet état de fait aujourd'hui du trading d'options par donc, des professionnels, des gens dont c'est le métier et qui utilisent les options, puisque on a déjà discuté ensemble et c'est un petit peu notre objectif à tous les deux aujourd'hui, c'est de développer les options sur le marché français. Puisque malheureusement les options sont très méconnues, alors que c'est un magnifique produit. Alors on entend parler du forex, des CFD à longueur de journée, etc. Alors que malheureusement on s'aperçoit que 90%, voire 95% des traders perdent de l'argent en moins de 45 jours, voire griller leur compte complètement. Chose que on peut aussi avoir ces deux options si c'est mal utilisé. Hein. C'est clair qu'on peut se mettre à l'envers sur une option si c'est mal utilisé. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi ce que j'aimerais c'est c'était développer effectivement les options au niveau des particuliers, puisque alors au niveau de l'Europe, la France est quasiment le seul pays où les options sont très peu travaillées. En Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Hollande, etc., les options sont assez travaillées. Et par contre, sur le marché français, il n'y a absolument rien. Donc, ensuite, je pense qu'il y a aussi une mauvaise image des options parce que je ne sais pas. En fait, quand on parle d'options, ils pensent aux options binaires automatiquement. Ouais, on a eu ce problème-là il y a quoi? Il y a 6-7 ans, je crois, les options binaires, peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait beaucoup de mal pour les options. Comme c'est parce qu'en fait, les options binaires, ça a été un peu en France, en quelque sorte, que c'est les CFD, ce qui a été les CFD pour les États-Unis. Parce que les CFD ont été bannis des États-Unis pour justement des raisons effectivement de risques trop importants. Et en fait, là, du coup, en France, ils sont un petit peu restés justement avec cette idée-là d'options binaires. Et alors qu'on ne parle pas de ça, on parle vraiment des options quand même. Marché régulé, chambre de compensation, avec la bourse de Chicago, etc., etc. Donc c'est super sécure, quoi. Voilà, après, Exactement. Donc ça, c'est un point effectivement qui devrait être un petit peu amené pour mais c'est pas assez en fait mis en avant les options et il n'y a pas assez effectivement on n'est pas assez encore nombreux mais ça va arriver hein. On va y arriver. Il y a quoi? Il y a 2-3 blogs peut-être qui parlent d'options. Oui, voilà, exactement. Je pense que plus nombreux on sera, mieux ça sera pour effectivement développer. Exactement. Et effectivement, pour revenir à ce que tu dis, oui, aux États-Unis, les grands institutionnels, il y en a beaucoup qui utilisent des options qui sont des outils effectivement déjà de protection, mais aussi des outils qui font de la vente de volatilité, notamment même Warren Buffett, il vend beaucoup d'options aussi. C'est le plus gros vendeur, j'ai appris ça effectivement, que Warren Buffett était le plus gros vendeur d'options, puisque d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur la bourse en stress, il appelle Exactement. Où effectivement, quand lui il veut acheter une action, il n'achète pas l'action directement, mais il commence par vendre des puts pour encaisser un maximum de primes. Et parfois, même en n'ayant pas réussi à avoir l'action au prix où il le voulait, il s'est pris plusieurs, peut-être millions ou dizaines de millions de primes, parce que bon, lui, il en vend par quantité astronomique. Ouais. Et globalement, même s'il n'a pas réussi à avoir l'action dans son portefeuille, il a quand même empoché un paquet d'argent assez phénoménal. Donc, voilà. Donc, et c'est ça aussi qui est bien avec les options, c'est que en fait, tu as plusieurs stratégies que tu peux adapter dans différents marchés. Toi, un marché de range, tu peux utiliser les stratégies d'Iron Condor, par exemple, des trucs comme ça. Ou pour les dividendes, tu peux approcher la stratégie du cover call aussi. Il y a plusieurs en fait stratégies qui peuvent être adaptées, qui est utilisée par des grands institutionnels, effectivement,
en Amérique. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'étais dans une trading room américaine de particuliers. euh, et en fait, dans la trading room américaine où j'étais, la majorité, en fait, aux États-Unis, tradaient juste les options. Mm. La majorité. Et d'ailleurs, les gens que je connais traitent toujours encore que des options dans Mm. d'autres rooms. Mm. Donc, c'est vrai, mais c'est juste parce qu'en fait, en France, c'est pas encore populaire, mais ça reste, tu sais, je veux dire, Goldman Sachs, il va pas trader, je pense pas qu'il traite des CFD, donc c'est Non. un produit de broker, donc c'est pas un produit, c'est pas du tout la même chose. Donc, mais bon, c'est ce qui est promu en quelque sorte là actuellement, et c'est ce qui fait aussi, en fait, il y a que des, le fait aussi qu'il y a une émergence de brokers qui proposent ça, fait en sorte parce que les gens connaissent que ça aussi en quelque sorte. C'est vrai qu'avant, au niveau des brokers, au niveau options, c'était assez compliqué sur le marché français. Ouais, Il y a pas mal de brokers qui s'y mettent, donc on peut commencer à ouais, exactement. porter des options, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Écoute, Martin, charge à nous de faire notre taf le mieux possible Oui, pour exact. utiliser les options et puis effectivement faire connaître les options à un maximum de monde, parce que effectivement, ça reste, en plus, je trouve que c'est relativement simple parce qu'il y a 4 contrats à savoir. Il y a Oui, acheter un call, acheter un put, vendre un call, vendre un put. Et à partir de ces 4 contrats-là, on peut faire des dizaines de stratégies différentes. Mais c'est vrai oui. que voilà, il y a 4 choses à maîtriser pour après faire tout ce qu'on veut. On peut jouer la hausse C'est des, technique, voilà, on peut jouer la baisse, on peut jouer les ranges, comme tu disais, etc. exactement. Donc c'est Ça, vraiment. c'est une chose aussi qui est pas, parce que les gens ne font pas beaucoup de synthétique en Europe, en quelque sorte. En fait, ils vont trader principalement un indice unidirectionnellement, Ouais. c'est-à-dire dans une seule direction, euh, une seule position. Et alors qu'on peut aussi bâtir des stratégies avec en se hedgeant, en faisant des positions synthétiques, quoi. Ouais. Et les options, ça offre beaucoup d'opportunités pour justement élaborer ces stratégies-là. Pardon, et ça reste relativement simple, voilà, de compréhension. Voilà, c'est pas, il faut arrêter de penser que c'est que pour les professionnels et Ah que non, pas du c'est tout. dur à comprendre. Et une fois qu'on maîtrise les 4 contrats, après voilà, il y a un petit peu de réflexion et on fait ce qu'on veut, quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'au premier contact, les gens pensent que c'est effectivement compliqué. Même moi, la première chose que j'ai pensé, je pensais que c'était compliqué. Mais en fait, une fois que tu comprends le concept, en fait, c'est comme comprendre un concept de support résistance. Au début, tu comprends rien. Enfin, tu sais, je veux dire, ça prend du temps d'apprendre toute l'analyse technique. Et au début, c'est un peu du chinois. Ben, les options, c'est un petit peu pareil. Une fois que tu comprends, je veux dire, quand on dit qu'aux États-Unis, les particuliers tradent juste les options, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui traderaient les options. Alors, les particuliers, effectivement, juste pour aborder dans ton sens, les particuliers tradent les options aux États-Unis, puisqu'il faut savoir que donc on n'a pas de retraite par répartition aux États-Unis, mais par capitalisation. Donc, Ouais. ils ont ce qu'on appelle le 401K, Oui, qui est un genre pour résumer, un genre de PEA à l'américaine. ouais. Donc, les Américains épargnent de l'argent et donc sur les marchés, donc c'est à travers des achats d'actions, etc. Et donc ils peuvent, donc il y a une technique qui est autorisée dans le 401K, qui est le covered call. Et effectivement, donc quasiment tous les particuliers qui ont un 401K font des options. D'ailleurs, j'ai fait une formation il y a 3 ans. Ah oui? Sur Phoenix, j'ai fait une formation avec alors c'était pas un broker, c'est une plateforme de trading qui venait présenter son produit sur Phoenix. Donc j'y suis allé, on devait être à peu près 200 dans la salle, et je crois que je devais être le plus jeune. Oh. Tous les gens que j'avais autour de moi, donc les gars parlaient options et des gars qui avaient 70, 80 balais Wow. les gars me parlaient de leur 401K et on parlait stratégie d'options, etc. Et moi avec mes petits 50 ans, j'étais le petit jeuneau de la salle. De Et, la... et là j'ai vu que voilà, donc les retraités, etc. Enfin, beaucoup de gens tradaient des options et avec une oh. facilité déconcertante. Enfin les gars, j'étais avec eux, ils maîtrisaient le truc sans problème, quoi, sans problème. Oui, en fait, parce que ça fait partie de leur nature en quelque sorte, hein. Les Américains sont un peu plus, c'est moins naturel en France. Enfin, on Ouais. sait que les générations un peu plus, notre génération qui arrive, c'est un peu plus populaire aujourd'hui. Et ça, avec toute la démocratisation, on s'entend que ça devient de plus en plus populaire, mais c'est vrai que les générations anciennes ne sont pas forcément, enfin, anciennes, pardon, les générations un peu plus âgées. Non, c'est ça. Ils sont pas très, ils sont pas très connus, enfin ils connaissent pas encore, ils sont pas très à l'aise non plus par rapport à ça. C'est pas la même mentalité. Moi, j'ai des amis que j'avais rencontrés justement dans mon ancienne trading room.
aux États-Unis, ils ont plus de 70 ans et ils traitent le marché américain depuis des années. En fait, c'est pas du tout le même mindset qu'en Europe. Mais ça va venir. Ouais, bah, écoute, on va faire de notre mieux comme on fait déjà. Je trouve que aussi bien toi que moi, sans jeter des fleurs, je trouve qu'on fait un gros boulot pour Oui, démocratiser tout ça. Et bah, il y a simplement qu'à voir les commentaires aussi bien sur ta chaîne YouTube que sur la mienne. oui, exact. Que bah, le boulot est apprécié et bah, ça fait plaisir parce qu'on se donne quand même pas mal de mal, ça prend quand même beaucoup. Oui, oui, oui. Mais Bah, d'ailleurs, je partage pas mal ta chaîne YouTube là, c'est parce que quand il y a quelqu'un qui vient me voir vraiment pour plus de capsules éducatives sur les options, parce que toi, tu as vraiment beaucoup de capsules éducatives qui sont parfaites en plus. Et du coup, bah, j'envoie toujours sur ta chaîne YouTube parce que déjà, bah, tu sais, en France, il n'y a pas vraiment de chaîne développée autant que la tienne au niveau des options. je pense qu'on est, ouais, je pense qu'on est les seuls. Vraiment à ce Ouais. niveau-là, aujourd'hui, je pense qu'on est les seuls. Ouais, tout à fait. Parce que donc du coup, j'envoie souvent les gens parce que tu développes vraiment beaucoup dessus là, donc Parce que c'est un super produit. Enfin, moi, voilà, ah je suis oui, bien sûr. passionné depuis 2012 par les options et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, tous les gens avec qui j'ai fait des formations, donc quand j'ai appris à faire les options, Ouais, parce qu'on fait partie d'un club de traders, etc. Et tous les gens bah, qui ont fait des formations comme moi il y a 8-10 ans, bah, ces gens qui aujourd'hui ont quasiment laissé tomber les actions ou font quelques lignes d'action parce que bah, voilà, moi bah, j'aime bien Apple aussi, donc j'ai un peu d'Apple. Et puis bah, j'ai profité de la montée de la tech pour prendre bah, du Facebook, de l'Amazon, etc. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, les options aujourd'hui, c'est 95% de mon trading. Et ouais, les gens qui ont appris les options laissent carrément tomber tout ce qu'ils font à côté et font des options parce que voilà, il y a des systèmes qui sont quand même assez tranquilles où on dort tranquillement, le marché bouge de quelques pourcents, bah, globalement on s'en fiche complètement. Enfin, moi le marché a décroché de 6 ou 7% là jeudi vendredi, j'ai regardé mon portefeuille de vente de put, enfin, je m'en fiche mais grave quoi. Je suis encore loin au TM, j'ai pas de problème, tout se passe bien, donc le marché baisse de 6%. Bon, ouais. oui, bon, ça baisse, mais bon, voilà, je dors sur mes deux oreilles, c'est pas un problème, quoi. Donc, ok, super. Bah, écoute, Laetitia, merci pour le temps que tu m'as consacré. Merci, ça me fait plaisir. Je suis super content qu'on ait enfin pu faire cet entretien. Waouh. Voilà, ouais, oui, ouais. Donc de toute façon, bah, nous, on reste en contact régulièrement comme on le fait, etc. Parce que, voilà, pour tout vous dire, on communique régulièrement avec Laetitia. Et puis, Ouais. bah, moi, je regarde toujours ce qu'elle fait. Et puis, quand c'est intéressant, enfin, c'est toujours intéressant, mais quand vraiment je trouve ça pertinent, qu'il y a vraiment une plus-value, et ben, je vais mettre ça sur ma chaîne aussi pour partager, puisque Laetitia, à peu près quoi, tu as 2000 abonnés, je crois, aujourd'hui, autour de ça, 1000 Oui, abonnés. oui, 2000, Ouais, ouais. tu nous courses, hein, parce que tu vois, nous, on est là depuis plus longtemps, on est à 2005. Donc tu vas nous rattraper assez rapidement, mais c'est de bonne guerre et je suis super content pour toi que ta chaîne fonctionne très très bien. Oui, ben moi aussi, en tout cas, je suis bien contente qu'on peut avoir une chaîne comme la tienne sur Ouais. le marché français, là, parce que, comme je disais, c'est pas assez, c'est Donc, ça. on va continuer, hein. Voilà, exactement. Merci, merci. Et merci encore Et beaucoup, puis, merci. bah, écoute, j'espère à très bientôt. Ciao, bye bye. Salut, ciao.